Bonjour à tous, c'est Sam Zira. Cette fois-ci, c'est moi qui suis dans le fauteuil de l'invité parce que c'est mon ami Maxime Guény qui va m'interviewer aujourd'hui sur la sortie de mon livre Pour devenir qui je suis. Je lui ai promis de répondre à toutes ces questions. Il l'a lu en avant-première et je vais également vous répondre. Salut à tous, c'est Maxime Guény, je suis ravi que vous puissiez visionner cette vidéo et je suis avec notre ami évidemment Sam Zira. Salut Sam! Bonjour Maxime. Je suis ravi que tu m'aies donné l'opportunité de t'interviewer pour la sortie de ton livre Pour devenir qui je suis aux éditions Harlequin. On peut trouver à partir du 6 novembre dans toutes les très bonnes librairies. Oui, exactement. Alors, en physique ou sur internet. C'est vrai, tu as vécu plein de choses. Alors, des hauts, des bas, des interrogations, des révélations, et ça en très peu de temps. Et là, un livre, 264 pages sur toi, ta vie, ton œuvre, mais pas que. Il y a des révélations sur les dessous de la télé-réalité notamment, on va revenir. Mais toi, t'es un youtubeur, t'as largement dépassé le 1 million d'abonnés, et je me suis dit, pour raconter ta vie, pourquoi pas une vidéo? Pourquoi un livre? C'est une vraie question. Parce que c'est très dur en vidéo en fait, au final je me suis rendu compte. Pourtant des vidéos, tu vois, je les compte par presque milliers je crois, sur ma chaîne YouTube en presque Au moins. 5 ans, au moins. Et en fait, tu sais quand t'es youtubeur, faut pas se leurrer, il y a un contrôle de l'image. On édulcore parfois aussi énormément, on montre ce qu'on veut bien montrer. Quand tu es face à un ordinateur, et par la suite du papier, quand le livre que tu écris sur ordinateur devient un objet, tu es face à toi-même, tu es face à ta vie. Mais tu peux aussi sélectionner ce que tu écris. Tu peux sélectionner, c'est ce que j'ai fait au départ, parce que juste pour la petite anecdote, j'avais écrit les 14 premiers chapitres avant de rencontrer ma maison d'édition, Harlequin, donc HarperCollins, et je les ai jetés à la poubelle. Mais non. Oui, 14 chapitres pourtant, parce que je me suis rendu compte que je continuais d'édulcorer, je mentais. J'étais pas à 100% honnête, à 100% moi-même. Et pour moi, on sait qu'on est en phase d'évolution et qu'on évolue à partir du moment où on n'a plus peur de dire la vérité. Et à partir du moment où j'étais dans cette phase, avec ma maison d'édition, je sentais que j'étais sur la bonne voie. Donc tu voulais créer une vérité, ta vérité, mais quelle vérité? Celle que je me suis cachée peut-être pendant des années, Sur qui tu es vraiment? sur qui je suis vraiment depuis la naissance, sur toute la phase de travail, toute la phase YouTube aussi, ce métier que j'ai découvert de YouTubeur, cet environnement que j'ai découvert aussi de la télé-réalité. Et je me suis rendu compte que je me mentais beaucoup à moi-même, que j'étais pas très honnête envers moi-même. Parce sur que beaucoup tu de voulais points. vendre la meilleure image de toi. C'est aussi très compréhensible comme état d'esprit. Parce que je montrais de moi une image qui était maîtrisée, qui était lissée, qui était totalement contrôlée, parce que j'avais peur, et j'ai encore peur, attention, je ne peux pas parler qu'au passé, c'est un travail sur le long terme, mais j'avais peur du jugement de l'autre, j'avais peur du regard des autres. En fait, mon bonheur passait par le regard de l'autre. Il fallait que ce que je fasse soit approuvé quelque part, validé par l'autre. C'est ça. Alors quel a été le déclic finalement pour passer cette frontière et de dire la vérité, toute la vérité, tu le jures? Le déclic, ça a été vraiment le livre. Ouais. Ça a été vraiment justement le travail sur ce livre. Parce que pour la première fois, je n'ai pas pu me cacher derrière des montages vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Où tu as tendance, tu es derrière ta souris comme ça et tu te dis, allez, un petit coup de ciseau, c'est pas bien grave, ça va. Un petit coup de filtre, Voilà, ça me fait plaisir. Ça va pas changer la donne, ça va pas trop changer le discours, mais le fait est que ça change quand même énormément le discours. Attention, il n'y a rien de mal à donner un petit coup de ciseau parce que, encore une fois, quand on poste sur les réseaux sociaux, on sait quand on appuie sur le bouton mise en ligne. J'ai conscience de ça, c'est moi qui l'ai fait. Tu es face à la critique, face au regard d'autrui aussi. Et c'est ça le plus dur en fait. Je crois pour tout le monde, quel que soit le métier, on a tendance à faire passer, comme je te disais, notre bonheur par le regard de l'autre, par l'approbation de l'autre. Mais je crois qu'en fait, notre bonheur, il doit passer que par nous-mêmes. On n'a pas besoin d'être validé, on n'a pas besoin que les gens soient forcément d'accord avec nous. Je suis d'accord. Alors Sam, quand même, t'es un garçon extrêmement paradoxal. Tu dis, dans ton livre, notamment dans ton introduction, adorer la télé-réalité, mais en même temps, c'est tout ce que tu détestes. Oui. Je te cite, il faut que tu m'expliques. Alors ce ne sont pas mes mots, c'est une phrase que j'ai empruntée à un journaliste mode que j'admire énormément et dont je regarde les documentaires sur sa chaîne YouTube ou sur TMC, Loïc Prigent.
Très connu. Voilà, tu dois connaître. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à regarder ce qu'il fait parce que c'est juste extraordinaire la façon dont il monte ses documentaires. Donc tu l'as mis à ta sauce. Je l'ai mis à ma sauce et j'ai emprunté les mots parce qu'en fait, cette phrase qu'il avait prononcée, elle avait résonné en moi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. J'aime autant la télé-réalité que je la déteste. Je l'aime autant parce qu'elle me divertit, parce qu'elle me fait rêver, parce qu'elle me permet de prendre du plaisir, de m'évader. Mais je la déteste parce qu'en même temps, il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup de fausses notes, il y a beaucoup de mise en scène. Elle ne représente pas réellement notre société, au final. Il y a tout un chapitre d'ailleurs dans le livre, peut-être que tu m'en parleras, sur la diversité, qui était très important pour moi. Et c'est dans ce sens-là que la télé-réalité, je l'aime autant que je la déteste. D'accord, en gros, tu l'aimes en tant que téléspectateur, mais lorsque tu as commencé un peu à gratter sur les dessous de la télé-réalité, tu t'es dit, c'est pas forcément un univers très sain. Ah, je me suis rendu compte que ça l'était pas tout le temps. Alors je pense que je le savais. Bien sûr. Je le savais, je pense que tout un chacun le sait. Le téléspectateur n'est pas dupe. Par contre, j'étais loin de découvrir tout ce que j'allais découvrir. Et chapitre 15, on rentre dans le vif du sujet. Il y en a un qui m'a particulièrement marqué. L'envers du décor, pression, harcèlement et pétage de plomb. Alors là, la première chose qu'on apprend, c'est que tu as été parfois censuré par les services de presse des chaînes de télévision, parfois des chaînes de télévision qui parfois accompagnent les candidats que tu vas interviewer. Comment la censure, elle s'est matérialisée? Alors, au départ, moi, quand j'ai commencé, tu sais, moi, j'ai pas fait d'école de journalisme. Donc, je n'y connaissais rien, c'est un métier que j'ai appris sur le tas. Au départ, j'avais pour moi la sensation, en ouvrant ma chaîne YouTube, de jouir d'une liberté sans nom, sans hiérarchie, et pouvoir parler de ce dont je voulais parler. Sans filtre. Sans filtre, voilà. Mais je me suis très vite aperçu que c'était une illusion, parce que très rapidement, dès le début, même quand tu fais pas de vue au départ, mais que tu es un nouvel élément dans cette sphère de la télédivertissement, de la télé-réalité, on m'a très vite appelé, on a très vite essayé de m'empêcher de sortir des vidéos. Certains services de presse, certains attachés de presse, certains services communication, certaines chaînes, certaines productions se sont très rapidement ingérés dans mon travail en essayant de contrôler l'image qu'il allait en ressortir de mes interviews, donc quelque part, au travers de mes interviews, de leurs programmes souvent dits familiaux. Tu t'y attendais pas du tout? Pas du tout. Cette réaction? Non. Moi qui suis en plus un rebelle dans l'âme, au départ... Toi, t'es un rebelle? Oui, tu le sais. J'avais oublié que je pouvais faire les choses comme je le souhaitais, sans avoir peur, sans vivre avec la peur. Tu sais, quand on vit avec la peur des représailles, quand on vit avec la peur qu'on te coupe ce que tu as mis du temps à bâtir à la sueur de ton front, quel que soit le métier, on peut avoir tendance, un petit peu à différents niveaux, à courber le dos. Il y a une vraie question que je me pose. Est-ce qu'il y a des chaînes qui t'ont demandé de supprimer des vidéos ou de couper des moments parfois gênants ou qui ne les mettaient pas forcément en valeur? Mais bien sûr, il m'est même parfois envoyé d'envoyer des vidéos et certaines productions ou certains attachés de presse m'envoyaient le timecode de ce qu'il fallait couper. J'étais contre au départ. Est-ce que tu appliquais au début? Ça doit faire... J'ai commencé à avoir mon déclic il y a quelques mois, au début de l'hiver l'année dernière, mais pendant 3 ans et demi, 4 ans, je me suis beaucoup soumis à la volonté de services de presse, de production ou de chaînes. Alors, tu leur as pas dit, on tourne dans les conditions du direct, il n'y a aucune coupe, et tout ce qui dira sera retenu ou pas contre vous? Tu sais que je m'en veux. Pourquoi? Je m'en veux d'avoir accepté tout ça. Je m'en veux de m'être laissé diriger comme ça. Je pense que quand quelqu'un ou quand la société veut nous mettre dans la tête quelque chose, ça peut être très facile. Et on est bien soumis d'une certaine manière de faire. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu tous à notre niveau? C'est une vraie question. Dans nos domaines différents. Et quand on te demande expressément de ne pas poser des questions sur la drogue, sur l'alcool, sur l'escorting, comment tu réagis avant et comment tu réagis aujourd'hui? Alors moi au départ, j'étais très en rébellion avec certains services de presse, parce que quand on me disait ça tu coupes, aucune question sur l'escorting, aucune question là-dessus, même si c'était une polémique qui enflait sur les réseaux sociaux et que l'ensemble de mes abonnés me réclamaient des réponses là-dessus, parce qu'il faut savoir qu'après c'est moi qui me fais tacler si je pose pas les questions. Bien sûr. C'est moi qui suis traité d'hypocrite. D'accord, il y a des questions que tu dois absolument poser. Exactement. Moi je pense qu'on doit pouvoir poser toutes les questions, voilà, à partir du moment où on le fait avec bienveillance ou où on le fait avec respect. Il n'y a pas de mauvaise question,
Il n'y a pas de mauvais mots à employer. Après, ton interlocuteur répond ou répond pas. Voilà, je suis libre de mes questions, l'interlocuteur est libre de ses réponses. Mhm. Voilà. Et ce que je faisais au départ, c'est que je me rebellais. Et moi, je disais à certains services de presse, je leur disais, mais je comprends pas. Vous avez engagé cette candidate en tout état de cause. Vous Ouais. connaissez son passé. Je veux dire, ou alors c'est que le travail, dans ce cas, au niveau du casting, a été mal fait. On est d'accord, c'est qu'il y a une faille dans ce cas. On est d'accord. Donc, c'est pas au journaliste ou à l'intervieweur qu'il faut empêcher de poser la question sous la contrainte. Il faut prendre le problème à la base et déjà commencer par ne pas engager cette personne. C'est valable pour la violence. Le nombre de candidats de télé-réalité qui sont violents, qui frappent, et je parle de faits, hein. Je parle d'enregistrements sonores, de vidéos, avec des insultes, mais juste hallucinantes. C'est assez rare quand même. Ah Il y a bah. plus qu'on ne le pense. Ah bah, il y en a, ça arrive, c'est un marronnier quand même dans la télé-réalité. Ce sont souvent les mêmes candidats. Mhm. Et d'ailleurs, ce sont souvent les mêmes candidats qui continuent de tourner et qui sont engagés sur d'autres émissions de télé-réalité en connaissance de cause. Parce que la plupart des gens jouent le jeu de l'hypocrisie. Parce que le buzz prime sur les valeurs. Parce que le buzz prime sur l'image. Même si les sociétés de production savent. Mais ils le savent, mais bien évidemment. Par contre, après, quand tu les appelles pour leur poser des questions, tu n'existes pas. On ne te répond pas. Mhm. Mhm. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps quand il y a eu la mort de Quentin Déard. Et quoi qu'il en soit, tu enquêtes sur ta chaîne YouTube. Et on connaît tous, parfois, dans notre métier, de la pression d'une manière ou d'une autre. Est-ce que on se met la pression sur YouTube lorsqu'on réalise des vidéos? Oh oui. Au départ, moi j'ai commencé YouTube. Ma première interview c'était le 26 avril 2015, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était une façon de pouvoir faire mon travail, de pouvoir réaliser mon rêve de façon libre. Mhm. Et rapidement, en tant que youtubeur, tu te crées tes propres règles, tu te fabriques tes propres dogmes, tu vois, ton propre cahier de règles. Ton cahier des charges. Ton cahier des charges quelque part, tu es ton propre patron, tu es plein de personnes en même temps, tu fais plein de métiers en même temps, tu es réalisateur, tu es cadreur, tu fais les lumières, tu fais la compta, enfin bref, tu fais tout. Mhm. Et tu t'entoures aussi de gens, enfin le but est de s'entourer de gens de confiance pour pouvoir Avancer, progresser et développer tes et se projets. développer. Et c'est mon cas, et je remercie toutes ces personnes avec qui je travaille. Tu dis être devenu une machine de guerre. Oui, parce qu'en fait sur YouTube, tu rentres, que tu le veuilles ou non, tu finis par rentrer dans une course. Et l'algorithme, et c'est France 2, Élise Lucet qui a fait un très bon documentaire là-dessus, Sur l'algorithme devient ton patron. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu, ce documentaire. Et en fait, ta vie finit par être gérée par des petites flèches vertes, des petites flèches rouges qui te disent quand tu es au top, qui te disent quand ça va moins bien. Et puis en permanence, tu as les comparatifs de vues. Et puis je suis arrivé à un moment dans ma vie où, bon, bah, j'avais l'habitude de faire, je te dis un exemple, 23 millions de vues. Et puis un mois, j'en fais 19 millions. Ce qui est déjà beaucoup. Et ben je me rendais malade. Mais non, Mais si, je me rendais malade. C'est fini, je suis terminé. c'était un peu la course à la performance. Oui, tu rentres dans une course en fait à la performance contre toi-même. Mhm. Et mon copain me disait, mais attends, mais tu te rends compte quand même ce que tu dis? Mhm. Il me disait, t'es en train de chialer pour 19 millions de vues. Mais réalise, Parce qu'on le rappelle, tu diffuses entre 3 et 4 vidéos par par jour, jour, qui représente 4-5 inédits par semaine. ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Mais encore une fois, moi j'ai commencé à une interview par semaine. Dès le début de ma chaîne YouTube, je Bon, m'étais déjà, fixé t'avais des une objectifs. cadence. J'avais une cadence, c'était Tu as important pour accéléré moi. cette cadence. Voilà. Après, arrive l'été, puis après je dis à Julien, avec qui je travaille, le caméraman, bah tiens, ce serait bien qu'on passe à 2 par semaine. Et l'année Et d'après, bah tiens, ce serait bien qu'on passe à 3 par semaine. Et l'année d'après, 4 par semaine. Mais comment veux-tu tenir ce rythme quand tu t'imposes un rythme effréné pareil? J'ai l'impression que YouTube est devenu une obsession pour toi. Oui. C'est vrai? Je le dis dans le livre, ça va mieux hein, depuis l'écriture Ouais. de ce livre parce que je considère que je suis en sevrage. Mais je peux le dire, j'ai longtemps été drogué à YouTube, drogué à ce travail que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, Est-ce que ta vie privée en apathie? bien sûr. Bien sûr, parce que quand 95% de ta vie, c'est ton travail, ça veut dire qu'il reste que 5% pour la personne qui partage ta vie, pour ta famille et pour tes Il y amis. a un déséquilibre. Il y a un gros déséquilibre. Qu'est-ce qui se passait? Tu voyais plus tes amis? Bah, en fait, tu finis, je me suis pas dit un beau jour, bah tiens, je vais me couper de telle personne ou telle personne, mais en fait, un beau jour, tu finis par te rendre compte que tu es seul et que tu t'es coupé de tout malgré toi.
C'est-à-dire, on t'appelle pour boire un verre, Mhm. ta propre mère t'appelle pour te parler au téléphone, et même ça, tu finis par te dire non, je réponds pas, ça va me perdre 10 minutes sur ma journée de travail, tu vois. Mhm. Et parce qu'il n'y a plus que le travail qui compte, parce que si je travaillais pas, j'étais angoissé, j'étais pas bien. En fait, c'était ça qui était très paradoxal, c'était que si j'en faisais pas trop, j'étais pas bien, si j'en faisais pas assez, j'étais pas bien, si j'en faisais ce qu'il fallait pour les gens qui m'aiment, j'étais pas bien. En fait, j'étais jamais bien. Mhm. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. D'où vient ce mal-être? Pourquoi je suis pas heureux? Pourquoi Est-ce que j'arrive pas? Parce que généralement, c'est plus profond que ça. On se cache dans le travail pour camoufler une certaine réalité. C'est un peu ça. Et en fait, tu t'es mis dans le travail pour camoufler une certaine forme de vérité. Ouais, je le répète. Est-ce que c'est ça? En écrivant ce livre, je me suis rendu compte, j'ai pu mettre des mots en fait sur des choses très fantasques. Sur Tu des sais que, théories? ouais, sur des théories, des choses auxquelles tu penses pas, mais que tu ressens, mais tu mets pas de mots Mhm. dessus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas anodin Mhm. si je m'étais mis à poser des questions à des gens que je connaissais pas. Mhm. Et que c'était pas anodin si j'essayais de fuir mon quotidien comme ça depuis tant d'années. C'était peut-être parce que je voulais éviter de répondre à mes propres peurs et à mes propres questions Est-ce que que j'avais depuis petit. tu as mis des mots sur ses propres peurs? Ah oui, bien sûr. Tu en parles? J'en parle, ça m'a fait prendre conscience d'énormément de choses, d'énormément d'aspects de ma vie. Ça m'a fait prendre conscience euh, euh, que tout ce qui a pu se passer dans ma vie, ça avait eu un impact sur quelque chose de tangible, sur quelque chose que tu peux mesurer dans le futur. De poser ça sur des pages, sur des mots, ça t'a libéré? Tu te sens mieux? Je ne sais pas si c'est libérateur, je ne sais pas si je me sens mieux, mais par contre, je sais que je suis sur, sur un chemin positif. Tu évoques toi-même le mot sevrage. Page 130. Eh ben dis donc, t'es bien T'as informé. vu ça? Oui, sevrage, parce que je me considère comme un drogué. Je me considère vraiment comme un drogué. C'est-à-dire que quand tu as cette accoutumance, quand tu as ce truc de... Si tu travailles pas, si je suis pas derrière l'ordinateur, si je suis même en vacances, hein, même à Noël, à mon anniversaire, l'été, tout ce que tu veux. T'as un si- manque. Oui, je ressens un manque, je suis pas bien. Et de toute façon, mon cerveau, il décroche jamais. Je pense tout le temps à ça, tout le temps à ce qui va se passer. En écrivant ce livre, je me suis rendu compte que je vivais dans le futur, Maxime. Ouais. Je profite pas du présent. Je ne sais pas. Je ne savais pas ce que c'était le présent parce que le cerveau, il est toujours sur comment tu vas te dépasser, comment tu vas faire mieux, qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine, le mois prochain, Noël prochain, l'année d'après. Ouais. Comment veux-tu profiter des belles choses qui t'arrivent? Et tu construis ton futur en te basant sur le présent aujourd'hui. Mais il faut en avoir conscience. C'est aussi un recentrage sur soi-même. Et au final, ce livre, c'est un peu la clé d'une guérison. Ah ben c'est sûr que ce livre, cet ouvrage, il me permet de mettre le pas sur, j'espère, la guérison. Parce que quand on se sevre, c'est ça? Sèvres? Merci. Oui, Quand je on pense. se Oui, oui. On va vérifier. Hein, sur quand nous Google. sommes en période de sevrage, Voilà. de façon générale, à la clé, logiquement, il est censé y avoir une guérison. Ouais. Logiquement, toute période de sevrage, c'est pour accéder au bonheur. Donc, je sais que je suis sur le bon chemin pour pouvoir me sentir heureux, me reconquérir. Rappelle-nous combien de vidéos, combien d'interviews tu as réalisées en quelques années, depuis la création de ta chaîne YouTube. En 4 ans et demi, j'ai dû peut-être réaliser entre 800 et 1000 interviews. C'est beaucoup. Alors il y a celles qui marquent, il y a celles qui passent, et il y a celles où on t'a mis de la pression. On en a parlé il y a quelques instants. Et au bout du compte, on apprend dans ton livre qu'il y a 3 ans, il y a la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Raconte-nous. Oula. Il y a 3 ans, c'était à Noël dernier. En fait, si tu veux, je crois que ça devait faire 3 mois que je travaillais non-stop du matin au soir, en gros de 7h à 22h, et tous les week-ends, sans prendre véritablement de repos, parce que j'étais pas bien, justement. Si je prenais du repos, je me sentais mal. Donc ça servait à rien. Et un jour, mon corps a lâché. Un jour, Le corps a parlé. Le corps a parlé, la nourriture que je mangeais, je ne la gardais plus. Je ne comprenais pas d'où venait le problème. Je pensais que j'avais une gastro, je pensais que j'étais malade. Jusqu'à un jour où j'ai été tellement pris de douleur dans le ventre que mon copain m'a emmené aux urgences parce que c'était un dimanche. Et en poussant les analyses, on s'est rendu compte que j'avais un ulcère à l'estomac. Un ulcère, c'est un trou. En fait, c'est l'estomac. Il est comme brûlé, comme si tu mets une cigarette, et ça te crée un trou, tu sais, dans le tissu, dans le canapé. Donc forcément, ça crée des douleurs. Alors qu'est-ce qu'il a brûlé?
Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est la pression de ces Je pense- années de vidéo? Je pense que c'est un tout, parce que, attention, quand je parle de l'ingérence de services de presse, de chaînes, C'est un élément parmi tant d'autres. c'est hein. un élément parmi tant d'autres, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qu'on considère être notre malheur, on ne le doit pas qu'aux autres. C'est aussi nous-mêmes qui décidons Mhm. quel point devient notre malheur et quel point, qu'est-ce qu'on voit de façon négative. Peut-être que si à cette période j'avais vu les choses négativement, positivement, peut-être que si j'avais fui justement cette négativité dans mes pensées et dans tout mon être, peut-être que j'aurais pu échapper à cet ulcère, à cette douleur physique, Mhm. tu vois. Mais je crois que dans la vie, c'est en passant justement par ces erreurs Que l'on se reconstruit. que l'on se reconstruit. Et si on arrive à voir ce qu'on considère un échec comme quelque chose qui nous fait avancer dans la vie, Mhm. eh ben, on transforme cet échec, tu le sais, Mhm. en quelque chose de très L'échec- positif pour la suite. L'échec est une réussite mal interprétée. Donc parfois, il faut Oui. passer par les échecs. C'est pas forcément négatif pour avoir les épaules qui ensuite passent les étapes, franchit les étapes et qui nous rend en quelque sorte plus forts. Et bien sûr. Et aujourd'hui, tu es plus fort que jamais. Mais je me sens plus fort. J'ai encore beaucoup de travail Et à t'as faire, mais je suis plus guéri. fort qu'avant. Guérir, ha ha ha. Guérir, t'empêcher. vas-y, explique-moi. Eh ben, pour guérir, il faut rire Ah, et être joyeux en soi. guérir. Les mots ont un sens. Je sais, je sais. La maladie que tu as eue, maladie, mal à dit. Mal à Dieu, mal à soi-même. Ou aussi. quelqu'un de mal intentionné m'a dit. Oui. Et moi, j'ai mal interprété. Ou On alors. fera une vidéo sur Oui, mais- la linguistique, mais c'est mais oui, c'est très impressionnant. Ou alors mon toc, tiens, vu qu'on parle de mots. Regarde. C'est quoi ton toc? Mon toc du sourcil, tu le sais, non? Je Non. sais pas si à l'époque on travaillait ensemble, je ne sais pas tout le temps comme ça. Non. Bref, je m'abîme le sourcil, c'est comme la trichotillomanie en fait. Je perds mon sourcil gauche. Ah ouais. Bah regarde, sourcil, Mhm. être au-dessus des cils, donc le sourcil forcément, et être sourd, ne pas entendre, ne pas Ah, s'écouter. c'est vrai. Mhm. Tu vois? Enfin, c'est moi qui l'interprète après comme ça. Mhm. Ouais, il y a plein de choses, hein. C'est passionnant. On pourrait y passer une Ouais. heure. Parmi la centaine d'interviews que tu as pu réaliser, quelle est celle qui t'a le plus marqué? Alors dernièrement, sur les derniers mois qui se sont écoulés, j'en ai une qui m'a marqué, c'est celle de Natania. Natania qui était une candidate à l'époque Ange Anonyme de la Mhm. 11e saison des Anges qui était diffusée sur Énergie 12. Et si tu veux, en recevant Natania en interview, véritablement pour la première fois, je dois te dire que j'ai été face à un dilemme. Lequel? C'est-à-dire qu'en fait, quand elle m'a exposé son aventure, qui lui était propre, hein, je me suis dit, oulala, son discours, il va pas dans le sens d'une production. Son discours, il va pas dans le sens d'une chaîne. Tu vois? Ouais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Je lui dis rien, j'ai dû le corps, elle s'en rendra peut-être pas compte. Ou alors j'essaie de l'aiguiller en lui disant, Natania, il serait mieux de ne pas dire ci, de ne pas dire ça. Ce que je faisais parfois avant, hein, pour éviter des problèmes. Parce qu'après, j'en étais malade. On le rappelle, hein, ceux qui nous regardent, elle parle de harcèlement, d'abus de pouvoir, d'usage de stupéfiants et d'alcool. En tournage, oui. Comment tu réagis sur le moment? Ben, pas étonné, parce qu'on va pas se leurrer. Tu t'es pas dit, oh, j'ai un bon petit scoop, Non. ça va faire parler? Non, parce que Maxime, ça faisait très longtemps, moi, que j'entendais tout ça. Mhm. Seulement, je le coupais. Je me coupais parce que, comme tu le comprends maintenant, j'avais peur des représailles. Et puis, ces représailles, elles me rendaient mal, psychologiquement et physiquement, au niveau de mon corps. Mhm. Tu évoques même dans ton livre la possibilité de ne pas du tout diffuser la vidéo. Oui, Mais pour toi, ça a été une mission. C'est fort, hein? oui. Mission d'appuyer sur le mot Ah publier. Ah oui, mais j'ai eu. Enfin, personne ne peut s'imaginer à quel point j'avais peur avant d'appuyer sur ce fameux bouton mise en Ouais. ligne. Mais en même temps, j'avais conscience de ce que je mettais en ligne Mhm. et je l'ai fait en tout état de cause. J'étais face à un choix avec Natania. Soit je faisais la politique de l'autruche, Mhm. que font beaucoup. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette diffusion? Bah, ce qui s'est passé, c'est que derrière, ça n'a forcément pas plu à la production, ça n'a forcément pas plu à la chaîne, ça n'a forcément pas plu à certains candidats. Mais quels ont été les aspects bénéfiques alors? Mais il n'y a pas que ce côté négatif, il faut aussi voir le côté positif. Et le côté positif de tout ça, c'est que moi, j'ai beaucoup d'abonnés à moi qui m'ont écrit et qui m'ont dit, Sam, depuis cette interview,
il y a comme un avant et un après télé-réalité. Mhm. Il y a eu des actions qui ont été mises en place, il y a eu des pétitions, les téléspectateurs se sont sentis concernés, se sont mobilisés contre le harcèlement. Mhm. C'est un fléau, pas que dans la télé-réalité. Mhm. Et qu'on se le dise, pour le coup, c'est une réalité. Le clash, le harcèlement, c'est quand même, ça fait partie quand même intégrante de Mhm. l'écriture d'énormément de télé-réalités. Bien sûr, Peut-être le sexisme pour certaines aussi. ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. En tout cas, ça met de l'eau au moulin de Mm. certaines téléréalités. Et par la suite, je me souviens, c'était un peu plus d'une semaine après, alors, une dizaine de jours après, est-ce que c'est le fruit du hasard? La chaîne qui diffuse cette émission a posté sur les réseaux sociaux un communiqué comme quoi ils s'engageaient contre le harcèlement. Écoute, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Tu crois qu'il y a un lien de cause à conséquence? Je sais pas. Moi, je me pose la question. Ouais. Tu vois, je ne l'ai pas la réponse, donc j'ai pas envie d'affirmer quelque chose Ouais. que je ne sais pas. La seule chose que je peux te dire et que je sais, c'est que légitimement et naturellement, j'ai contacté le service de presse de cette chaîne pour leur poser les questions. Moi, je ne considère pas avoir fait quelque chose de mal. Moi, je considère avoir fait mon travail. Bien sûr. Ton Voilà. travail de journaliste, tu prends une parole donnée, tu la communiques. Exactement. Et puis, j'ai contacté surtout la chaîne avant même de diffuser cette interview. Maintenant, la chaîne n'a pas voulu me répondre. C'est leur choix. Bien sûr, c'est leur choix. Bien sûr que c'est leur choix. Ouais. En tout cas, ce qui est légal, c'est parfois de dénoncer des situations. Parce que tu y vas fort, hein. Le business notamment de la chirurgie esthétique, tu y consacres quasiment un chapitre en entier. Oui, parce Et on que c'est un apprend fléau. que certains candidats sont payés par des cliniques ou des agences de tourisme médical pour en assurer la publicité. Ça te choque? Terriblement. Ça me choque terriblement et je suis très bien placé, je crois, sans vantardise aucune pour en parler, parce que j'ai moi-même fait 2 vidéos en suivant 2 candidates de télé-réalité dans le passé, il y a plusieurs années, dont une en Tunisie. Je l'ai moi-même fait cette expérience-là. Mhm. À l'époque, j'avais été sollicité par des agences de tourisme médical étrangères et je n'avais pas compris que c'était un business qui servait véritablement à transformer des spectateurs en futurs patients. Spectateurs qui n'ont pas forcément de complexe ou pas forcément de se changer physiquement. Faut quand même, on est en train de parler d'actes médicaux. Hein. On n'est pas en train de parler d'un paquet de bonbons qu'on vend sur les réseaux sociaux. Oui, c'est pas de la médecine esthétique, c'est de la chirurgie esthétique. C'est de la chirurgie. Et des candidats d'émissions, ce que j'appelle rouleau compresseur, c'est-à-dire ce sont les émissions qui font le plus d'audience et qui sont en vie aujourd'hui, partaient à l'étranger, rendre visite aux patients, faire de la propagande, parce que c'est même pas de la promotion, moi j'appelle ça de la propagande. Face caméra, elles sont disponibles hein, sur YouTube. Hein. Il suffit de chercher en regardant la caméra en disant « Je vous invite à vous faire opérer avec telle clinique, vous allez voir, ils prennent super bien soin de vous, ils sont super bien, regardez, ça a effacé les complexes de telle personne. » Ça s'appelle de la publicité, c'est légal. Alors, qu'est-ce que tu appelles de la publicité? Faire de la publicité, c'est assurer une promotion Ok, autour d'accord. d'une pratique ou d'une autre. Les médecins ont-ils le droit de faire de la publicité, en tout cas en France? Je ne pense pas. Non. La réponse est non. Et à l'étranger? À l'étranger, oui. Donc c'est légal, c'est amoral. Voilà. Et un jour, j'espère qu'il y aura des lois pour pouvoir protéger justement les personnes qui sont derrière les réseaux sociaux, les personnes qui sont derrière la télévision, parce qu'on n'est pas obligé de ressembler à tout le monde pour s'aimer. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes bouches, les mêmes fesses, les mêmes joues pour pouvoir s'aimer. C'est notre différence qui fait notre diversité. Mais exactement. Et je suis moi-même passé par là. Moi aussi, j'ai voulu ressembler à tout le monde. Donc encore une fois, je ne jette pas la À pierre. qui tu voulais ressembler? Mais à tout ce qu'on voit, Aux stars internationales, non, aux comédiens? à ces images de beauté qu'on voit sur Internet. Et pourquoi j'ai pas d'abdos? Et pourquoi j'ai un peu plus de gras ici? Et pourquoi mes lèvres, elles sont trop fines? Et pourquoi j'ai des cernes comme ça? Tu vois? Donc j'en parle en connaissance de cause. Par contre, là où ça devient plus grave, alors certes, à l'étranger, ils ont le droit, mais je suis désolé, en France, quand tu es influenceur, que tu as 2 millions d'abonnés, ou même 1 million, ou 700 000, ou 500 000, tout ce que tu veux, pour moi, tu as une responsabilité vis-à-vis des personnes, et souvent du jeune public, qui te regarde. C'est tout. Et ces personnes-là, il faut quand même le dire, c'est très important, ne faisaient pas de la promotion ou de la propagande pour la chirurgie à l'étranger, que pour la chirurgie à l'étranger. Ça se passe aussi chez nous, Maxime, en France, dans des cliniques parisiennes. C'est dingue. En tout cas, tu en parles très bien dans ton livre. Regardez ce chapitre, il y a pas mal de révélations à l'intérieur. Parce que ce livre, Pour devenir qui je suis, aux éditions Harlequin,
C'est un peu la synthèse de ce que tu as vécu, à la fois professionnellement, personnellement, et j'ai même l'impression que tu veux presque tourner la page de la télé-réalité. Est-ce que c'est le cas? C'est l'impression que tu as eue. Ouais. C'est comme une page qui se tourne. J'ai envie de me laisser porter par les belles choses de la vie. Mhm. Et je sais pas ce qu'il va y avoir sur ma chaîne YouTube. Je sais pas encore, t'as pas d'idée précise. Alors attention, la télé-réalité, ça me plaît. C'est une base. C'est une base. C'est une base. Et qu'on aime ou qu'on déteste, encore une fois, c'est un fait, c'est vecteur d'une grande visibilité. Mais si j'entends bien ce que tu veux te dire, c'est que tu veux t'ouvrir sur d'autres choses. Je me suis déjà ouvert parce que je fais pas que de la télé-réalité. Mais en fait, j'ai pas envie. J'ai envie d'ouvrir mon champ de vision. Je me dis que la vie, Open mind. oui, la vie, Maxime, ce n'est pas uniquement que ce qu'on croit connaître et maîtriser. Mhm. Parce qu'au final, on a la tête, un petit peu comme si on mettait, tu sais, tu prends un vase, comme ça, tiens, ben donne-moi ta tasse. Je te prends, voilà. Voilà. Et c'est comme si mon visage, il était comme ça, depuis 5 ans et demi, et que je ne vois pas ce qui se passe autour. Trop borné. Ben oui, et j'ai envie de pouvoir avoir une vision à 360 degrés. Mhm. Parce que si j'ai une vision à 360 degrés, On a déjà une à 180. voilà, j'en ai une On à, descend, à on verra 90. après. À 90. Non, mais si je suis sur 360 degrés, Mhm. en fait, je serai ouvert à tout plein de choses dont je ne doute même pas. Mhm. Et la vie, je crois que dans la vie, c'est comme les gens qui disent « Ah, bah, j'ai été amoureux de cette personne pendant 10 ans, il m'a quitté, je rencontrerai jamais quelqu'un qui m'aimera autant. » C'est faux. Et je crois même, et ça c'est une conviction, j'en suis persuadé, qu'en fait, il faut se couper de nos peurs. Mhm. Il faut arrêter d'avoir peur. Parce que la peur, ça crée l'inaction. Si on arrête d'avoir peur et qu'on a confiance en soi et en la vie, Mhm. des beaux cadeaux se poseront sur notre chemin. Et pour reprendre le titre de ton livre, Devenir qui je suis, il a suffi de quoi? De la confiance, de l'expérience, des claques dans la gueule? Un peu de tout ça? Peut-être un mélange de tout ça, oui. Beaucoup de claques dans la gueule, beaucoup de manque de confiance, des erreurs aussi, parce que j'en parle d'erreurs et de points que j'aurais aimé supprimer sur ma carrière sur YouTube, voilà, Mhm. de laisser aller. Mais encore une fois, ça me porte à être la personne que je suis en face de toi aujourd'hui, et devant mes abonnés, Mhm. et devant mes non-abonnés, parce que là, je suis dans une démarche, je ne veux plus avoir peur. Mhm. Et je vais reprendre ce que je t'ai dit en début d'interview, parce que ça, j'en suis convaincu. Je crois que pour se sentir libre, il faut se couper de nos peurs. Et Mhm. quand on sent qu'on n'a plus peur, c'est qu'on est sur la bonne voie. Ayez confiance. Donc avoir confiance. Je pense que c'est un magnifique mot de conclusion. Merci Sam pour Merci ce à toi. partage. Je suis sûr que tes propos auront une résonance auprès de tes abonnés et de tous ceux qui tomberaient sur tes vidéos. Ils sont encore nombreux. Merci encore. Moi, j'ai appris plein de choses. On était bien ici. C'était cosy. C'était bien cool. Ça t'a plu? Ah ouais, absolument. T'étais à l'aise, hein? Ah, très à l'aise. Je pense que je vais repartir avec un cousin très rapidement. À très bientôt. Merci encore. Sam, on se retrouve également tous les jours sur la chaîne et Ah bah, peut-être tous les sur jours. d'autres projets. Tous les jours sur YouTube. D'autres projets, oui. Je peux finir là-dessus, Vas-y. juste simplement. Mon nouveau format d'interview pour devenir qui je suis, comme le nom du livre, qui est très important pour moi, parce que j'ai déjà tourné 3 numéros. Un numéro consacré justement aux abus, au viol, un numéro sur le rejet de son corps et comment on fait pour accepter son corps avec ses défauts et ses complexes, et un numéro sur la transidentité. Et je donne aussi la Passionnant. parole à des personnes qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas connues, mais qui ont des destins de vie atypiques, merveilleux et juste incroyables. Et ça, c'est très important pour moi parce que ça me fait vibrer. Et j'ai écrit aussi mon concept de télé-réalité que j'ai déjà proposé pour travailler peut-être en collaboration avec une boîte de production. Je ne sais pas encore si je vais le faire tout seul ou pas, mais j'ai plein de projets, Maxime. Il déborde de projets, c'est super. Merci Sam, à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous, merci.